Bonsoir à tous. Ce soir, on est mercredi. Oui, aujourd'hui, on est mercredi. Ce soir, mercredi 10 juin. Sur la côte est des États-Unis, il est encore 11 heures du matin. Ici au Brésil, il est minuit. On passe donc au 11 juin. Alors, où en est-on dans cette affaire de guerre entre les États-Unis et l'Iran? Les États-Unis ont commencé à attaquer l'Iran hier. Et les cibles, d'après ce qu'on sait pour l'instant sur les cibles, attendez, je vais prendre la carte pour vous montrer ce qui s'est passé jusqu'ici. Regardez, ils ont commencé par cette zone dans le détroit d'Ormuz. Ils ont d'abord frappé l'île de Syrie, puis l'île de Keshm, ici, et la ville de Bandar Abbas a été touchée. On a eu au moins 2 frappes à Bandar Abbas. Ensuite, les cibles, les autres cibles, étaient ici, à Bandar Kangan, à cet endroit. Ils appellent ça Bandar Kangan. Les autres attaques, dans la première vague d'assaut, visaient ces objectifs proches du golfe Persique. Et ils ont essayé d'attaquer Assalouye. Assalouye, c'est ici. Regardez, Assalouye est là. L'une des usines pétrochimiques les plus importantes d'Iran se trouve justement à Assalouye. Ils ont tenté de la frapper avec un missile de croisière Thessaly, mais le missile a été intercepté. Ce qu'on a appris ensuite, c'est que le CENTCOM a déclaré ne pas avoir attaqué cette cible. Pourtant, il semble qu'il dispose d'images montrant qu'ils l'ont bien visé. Mais les missiles de croisière utilisés ont été interceptés par le système de défense aérienne iranien. Par la suite, il y a eu une énorme première vague d'attaques dans le golfe Persique. Ensuite, il y a eu une petite attaque dans le nord de l'Iran. Ils ont essayé de frapper certaines cibles à Karaj. Karaj, c'est une ville proche de la capitale, Téhéran. Il y a eu, si je ne me trompe pas, 2 attaques, 2 explosions à Karaj, au moins 2 explosions là-bas. Et dans la ville de Bandar Abbas, dans le sud de l'Iran, comme je vous l'ai montré sur la carte, on a aussi eu des explosions. Ils ont touché plusieurs cibles à cet endroit. Puis, Donald Trump a déclaré qu'il avait parlé avec les Iraniens, qu'il le suppliait de mettre fin à la guerre et lui demandait d'arrêter de les attaquer. Il a donc dit qu'il allait arrêter. Et un peu plus tard, disons une trentaine de minutes après, on a vu que le CENTCOM annonçait que les attaques étaient terminées ou qu'ils avaient achevé leur opération. L'attaque iranienne vient de commencer il y a quelques minutes, peut-être 20 ou 30 minutes à peine. Ils ont repris exactement la même stratégie que celle qu'on a vue la nuit dernière. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont commencé à attaquer en envoyant des missiles vers la Jordanie, accompagnés de drones. Puis ils ont de nouveau frappé la Jordanie. Après avoir tiré ces missiles sur la Jordanie, ils ont commencé à attaquer Bahreïn et le Koweït. En gros, c'est la même stratégie. Mais cette fois, il semble qu'ils visent d'autres cibles en Jordanie, à Amman par exemple, certaines cibles à Amman. Je ne sais pas de quoi il s'agit exactement. Il n'y a aucune information à ce sujet. Mais d'après ce qu'on a vu jusqu'à présent, la base aérienne Muwafaq Salti, en Jordanie, a été touchée par des missiles iraniens. Vous voyez ici la fumée dans l'air. Les images ne sont pas très bonnes, mais au moins, elles montrent qu'ils ont bien touché les cibles. Les Iraniens ont frappé des cibles en Jordanie, et c'était autre chose. De nouveaux projectiles ont été utilisés, certains non identifiés, que l'Iran a employés à Bahreïn. Et voici la vidéo de ce projectile. Personne ne sait vraiment ce que c'est. C'est une sorte de drone, ou plutôt un missile. Oui, ça ressemble davantage à un missile. Et il y a tout juste quelques instants, on a vu un drone Shahed au-dessus du Koweït. Voilà les images que nous avons pour l'instant. Quelles sont les cibles? Nous avons une nouvelle annonce du corps des gardiens de la révolution islamique. Il déclare qu'en réponse aux frappes de missiles de l'armée américaine dans la région, un complexe industriel, une zone autour de Karaj et de Nazarabad, ainsi qu'une base locale du corps des gardiens dans le comté de Peshawar, ont été visés.
Alors, les attaques, les frappes dont ils parlent, c'est à Karaj, à Nazarabad, qui est près de Karaj, et dans le comté de Peshawar. Je ne sais pas où c'est, parce que je n'ai jamais entendu parler du comté de Peshawar. Et ils ont dit que les cibles étaient là-bas, en gros. Ils ont frappé ces cibles. En réponse à ça, l'armée iranienne a tiré 12 missiles balistiques sur l'emplacement des avions de chasse américains F-35, F-15 et F-16, ainsi que sur des installations importantes de l'armée des États-Unis situées sur la base aérienne et le centre de contrôle d'Al-Azraq. Ils ont déclaré avoir détruit ces installations. Et c'est la dernière déclaration en date du corps des gardiens de la révolution islamique. Et je pense que des deux côtés, ce qui se passe en ce moment, c'est que les États-Unis considèrent toutes ces frappes comme faisant partie d'une même série d'attaques. En regardant les images jusqu'à présent de ce qui s'est passé en Iran, je ne vois pas vraiment de mouvement significatif du côté de Donald Trump, ni d'attaque qui aurait pu mettre l'Iran sous pression. Pendant l'attaque américaine contre l'Iran, il se passait autre chose. Pendant que les États-Unis frappaient l'Iran attaquait les Kurdes, à Erbil, au Kurdistan irakien, parce qu'ils pensaient que ces terroristes allaient entrer par la frontière avec le Kurdistan irakien. Donc les États-Unis attaquaient l'Iran, et l'Iran attaquait Erbil, au Kurdistan irakien. Et à ce moment-là, j'étais un peu perdu. Puis plus tard, on a appris, au moins d'après les médias iraniens, que les Iraniens craignaient une sorte d'invasion, que les États-Unis cherchaient à semer le chaos. Ils auraient essayé de prendre le contrôle du Nil, peut-être en Iran, du côté de l'Hormozgan, comme cela a été mentionné dans le communiqué des gardiens de la Révolution. Ils ont dit qu'il s'agissait d'une tentative d'invasion, à laquelle les Iraniens ont répondu. D'après les rapports, on a appris que l'Iran aurait utilisé un missile hypersonique pour frapper un navire de guerre américain. Cette information vient des médias israéliens, pas des Iraniens. Je n'ai vu aucun rapport dans les médias iraniens à propos d'une attaque contre un navire américain. Ensuite, le CENTCOM a déclaré que cela n'avait pas eu lieu, qu'il ne se passait rien de ce genre. Et à la suite de cette guerre, de l'attaque américaine contre l'Iran, ils ont annoncé que le détroit d'Ormuz était complètement fermé. Et la fermeture, c'est une fermeture totale du détroit d'Ormuz. Rien ne passe par le détroit d'Ormuz. Avant, on avait entre 10 et 30 navires, peu importe le type, des pétroliers, des vraquiers, qui traversaient le détroit en payant des droits de passage. Mais ce genre de trafic n'a plus lieu en ce moment, pendant qu'on parle dans le détroit d'Ormuz. Il est complètement fermé. Pourtant, le CENTCOM a encore déclaré que le détroit était ouvert et que des navires continuaient d'y passer. C'est un énorme mensonge. Au moins, je peux dire ça. C'est un gros mensonge. Le détroit est totalement fermé et il contrôle tout. The attack was not that significant so far from what we've seen. Because we don't know what exactly has happened, but from the footages, and we know the internet, the internet is back in Iran, and people are just filming everything and sending their clips and their videos out, and we can see what's going on in Iran. At least if something happens, we can find it out. We can see it on social network, on various applications. Pour l'instant, on a vu quelques explosions à Karaj, près de Téhéran, mais rien à Téhéran même, la capitale de l'Iran. Il ne s'est rien produit là-bas, aucune image n'a circulé, et il semble que certaines cibles se trouvaient sur l'île de Syrie et à Bandar Abbas. Voilà toutes les explosions qu'on a entendues jusqu'à présent, qu'on a vues, et dont les médias traditionnels ou alternatifs ont parlé. L'attaque iranienne est en cours, pendant qu'on parle, comme je l'ai dit il y a quelques instants, et ils frappent leurs cibles. Quelle est leur stratégie? Il semble que concernant la Jordanie, ils élargissent simplement la liste des cibles.
certaines à Amman, d'autres dans différentes zones des bases américaines. Et on ne sait pas encore quelles sont les nouvelles cibles. Dans leur toute dernière déclaration, ils évoquent, vous savez, les emplacements des F-35, des F-16, des F-14 et de ces avions de chasse. Voilà toute l'affaire. C'est le nouveau rapport du côté iranien. Mais quand on regarde la situation, franchement, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. C'est une émission comique ou quoi? C'est quelque chose que Donald Trump essaie de mettre en scène. Je ne vois pas du tout où il veut en venir. Il a dit qu'il attaquait l'Iran pour les forcer à se soumettre. Mais personne ne se soumettrait de cette façon. Mec, tu as été en Afghanistan pendant 20 ans et tu n'as pas réussi à faire ça. Et tu penses qu'avec l'Iran, tu vas y arriver. Mais ce genre d'attaques, évidemment, qu'ils vont répondre. Et ils répondent déjà pendant qu'on parle. C'est pour ça que je ne comprends pas ce qui se passe. C'est incroyable, vraiment, quand on regarde ce qui s'est passé jusqu'à présent. L'attaque israélienne contre un bâtiment vide à Daïr, personne ne sait vraiment pourquoi elle a eu lieu. Ils n'ont tué personne dans ce bâtiment. Admettons qu'ils aient eu de mauvaises informations venant de la région. Ils pensaient attraper quelqu'un, éliminer des forces du Hezbollah, mais ils ont échoué. Ensuite, il y a eu la réponse iranienne à cette attaque israélienne. Parce que du côté israélien, peut-être qu'ils voulaient frapper pour tuer des membres du Hezbollah. Mais en même temps, ils voulaient aussi tester la réaction de l'Iran. Savoir si l'Iran se vantait ou s'il disait la vérité, s'il voulait vraiment défendre le Liban. Et l'Iran n'a pas attendu. L'Iran a réagi immédiatement à l'attaque israélienne. Et ils ont attaqué le nord d'Israël, comme vous le savez, avec tout ce qui s'est passé dans cette région. Ensuite, il y a eu l'attaque israélienne contre l'Iran. Et ce qui s'est produit lors de la deuxième attaque, en réponse à ce qu'Israël avait fait en Iran, n'a pas été du tout significatif. L'Iran a frappé le nord, le centre et le sud d'Israël. Il semble que leur attaque, avec ces missiles ou ces drones, ait été tellement efficace pour atteindre les cibles qu'elle a mis Israël dans une sorte de situation désespérée. Je pense que c'est là le point essentiel. Israël pensait quelle serait la réponse d'Israël? Parce qu'ils n'ont pas réagi à l'attaque iranienne. Et c'est là que les États-Unis sont intervenus. Donald Trump, tout à coup, sans prévenir, a tweeté que l'Iran avait attaqué un de nos hélicoptères Apache dans le détroit d'Ormuz, qui patrouillait dans la zone. Donc selon lui, on allait attaquer l'Iran. Puis il a ajouté qu'on n'allait peut-être pas le faire. L'attaque a eu lieu. Alors, on a vraiment cru qu'un hélicoptère Apache dans la région avait été visé. Et plus tard, en regardant les faits, on s'est rendu compte qu'il n'en était rien. Rien n'est sorti jusqu'à présent. Tout ça reste assez mystérieux. Vous vous souvenez de l'attaque dans le sud d'Ispahan, avec cette opération terrestre où les États-Unis ont essayé de s'emparer de la bombe à uranium enrichie à Ispahan. Ils ont tenté une sorte d'invasion pour mettre la main dessus. Enfin, ils voulaient récupérer l'uranium enrichi à Ispahan. Alors, ils sont partis là-bas avec plein de C-130, des Black Hawk, des Little Bird, tout ça. Quand on regarde les appareils utilisés dans cette opération, c'est incroyable. Ils ont envoyé énormément d'armes, tout ce qu'il fallait pour mener une sorte d'invasion au sol, pour attraper, pour voler ou récupérer les 60, vous savez, cet uranium enrichi en Iran. Ils pensaient pouvoir le faire, mais ça a complètement échoué. Mais avant que ça n'arrive, tout tournait autour du sauvetage d'un des pilotes d'un F-15, si vous vous souvenez, alors que le F-15 avait été touché entre deux provinces iraniennes. Attendez, je vais vous montrer sur la carte. Voilà, quand l'attaque a eu lieu, ce F-15 a été touché ici. Laissez-moi vous montrer. Ici, entre le Khouzestan, oui, je m'y perds un peu, oui, dans cette zone-là.
Dans cette zone, ils pensaient que c'était entre le Khouzestan et le Kogilouieh. Ensuite, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés à Ispahan, ici, dans la partie sud d'Ispahan, et ils ont dit que le pilote se trouvait là-bas. C'était impossible qu'un avion de chasse soit touché entre le Khouzestan et le Kogilouieh, deux provinces de l'ouest de l'Iran, et qu'on aille ensuite jusqu'au centre du pays pour secourir le pilote. C'était un énorme mensonge. Vous vous souvenez, Donald Trump était sorti pour raconter une histoire pendant plus de 30 minutes. Si vous vous rappelez de ce briefing, Donald Trump, avec Pete Hegseth et le général Keane, parlait de la réussite de cette opération. Et pour moi, c'est exactement la même chose avec cette affaire d'hélicoptère Apache. Il n'y a aucun fondement, aucune base, rien de réel derrière tout ça. Ils ont simplement inventé cette histoire pour attaquer l'Iran, parce que l'Iran a frappé Israël si durement qu'Israël n'a pas pu répondre de la même manière. Alors, ils ont eu besoin que les États-Unis s'en mêlent. Vous savez bien que quand Bibi demande quelque chose à Donald Trump, il s'exécute. Et personne ne sait quel est ce mystère. On peut spéculer sur ce qui se passe entre Bibi et Trump. Peut-être que ça a un lien avec le dossier Epstein ou quelque chose du genre. Personne ne sait jusqu'où ça va, jusqu'où va l'influence des Israéliens sur Donald Trump. Mais il semble qu'ils aient réussi, d'une façon ou d'une autre, à convaincre Donald Trump que les États-Unis devaient agir, parce que Israël avait été attaqué. Et voilà Donald Trump qui revient dans la guerre, alors même qu'il est en pleine négociation. Il dit qu'on est à 2 jours de conclure un accord avec les Iraniens. Puis 3 jours, il plaisante comme ça. Et il est vraiment doué pour manipuler le marché, les prix du pétrole, parce qu'il fait ça depuis 3 mois maintenant. Pendant 3 mois, il n'a fait que manipuler le marché pétrolier. D'ailleurs, le prix du pétrole qu'on voit, ce n'est pas le vrai prix, comme l'a dit le président du Parlement iranien. Il a expliqué que peu importe le prix affiché du pétrole, vous savez, quand on va sur ces sites, le prix qu'on voit n'est pas réel. En réalité, le vrai prix du pétrole, si on regarde bien, il a dit que c'était comme d'autres l'ont mentionné, et ce n'était pas seulement le président du Parlement iranien. Robert Kagan a dit la même chose. $150. $150. It's $150 a barrel. This is the reality what's going on. Un baril. Voilà la réalité de ce qui se passe. Et Donald Trump, ce qu'il a fait jusqu'à présent. Disons que Donald Trump voulait faire quelque chose pour Israël, mais qu'il voulait en même temps maintenir le marché, essayer de garder le prix du pétrole à peu près stable, sans hausse, sans augmentation. Mais le résultat de ces attaques jusqu'ici a eu exactement l'effet inverse. Ces attaques influencent clairement le marché. Avec la fermeture du détroit d'Ormuz, je dirais que le prix du pétrole augmenterait fortement avec le temps. Parce que, avant, on avait les navires chinois, mais peut-être qu'on n'a plus autant de navires russes. Peut-être des navires russes, pakistanais ou d'autres pays amis. On a vu le Japon supplier l'Iran de laisser passer quelques pétroliers par le détroit d'Ormuz. Peut-être aussi certains Européens, je ne sais pas. Il semble qu'ils aient négocié avec les Iraniens, et c'est tout. En ce moment, rien ne va sortir. Rien ne va traverser le détroit d'Ormuz. C'est la nouvelle réalité. Et je crois que le ministre iranien des Affaires étrangères a dit qu'il réévaluait sérieusement les négociations avec les États-Unis pour voir s'ils ont vraiment besoin de le faire. Franchement, je ne vois aucune raison pour que l'Iran négocie encore avec les États-Unis, ni qu'il envoie le moindre message. Si l'administration Trump est aussi faible sous une sorte de pression d'Israël pour mener une attaque, alors qu'en réalité, c'est Israël lui-même, le gouvernement de Benjamin Netanyahou et les Israéliens qui ont déclenché cette guerre. Ce n'est pas l'Iran qui l'a commencé. Ils voulaient tester la réaction iranienne, alors ils l'ont provoquée.
Et Donald Trump, au lieu de leur dire « Vous avez commencé cette guerre. Ah, vous voulez jouer les durs? Faites-le tout seul. » Il est sérieux, Donald Trump? Non, il n'est pas sérieux. Je ne sais pas combien de temps il faudra aux Iraniens pour comprendre que cet homme n'est pas sérieux. Et la seule option qui reste à Donald Trump maintenant, c'est de se retirer, parce qu'aucune négociation ne lui permettra d'obtenir quoi que ce soit. He's not going to achieve anything by negotiation. He's going to lose more. If he wants to negotiate, Il va encore perdre davantage. S'il veut négocier, l'Iran est prêt. L'Iran est même plus que prêt à mener de vraies négociations. Mais pour l'instant, rien de tout cela ne se passe. Rien de ce genre n'a eu lieu jusqu'ici. C'est pour ça que je ne vois aucun intérêt, aucune raison à continuer ces échanges de messages entre l'Iran et les États-Unis. Aujourd'hui, une délégation qatari s'est rendue en Iran et Fox News a rapporté que cette visite avait été coordonnée avec Donald Trump. Ils avaient donc travaillé avec Donald Trump pour aller là-bas, parler avec les Iraniens et essayer de combler le fossé entre l'Iran et les États-Unis. Mais ils n'ont pas pu parler directement avec les Iraniens. Alors ils ont envoyé une délégation dirigée par J.D. Vance, qui n'était pas du tout préparée. J.D. Vance, which wasn't prepared at all. They don't know. Ils ne savent pas. Vous savez, ces négociations sur le programme nucléaire iranien, quand ils ont commencé à négocier avec Steve Witkoff et Jared Kushner, ces deux-là ne savent même pas de quoi il s'agit. Ils n'ont jamais entendu parler de négociations sur un programme nucléaire, parce que tout tourne autour des aspects techniques, des détails du programme. Mais eux, ils ne savent pas, ils n'ont aucune idée. Et aller là-bas pour négocier avec quelqu'un comme Araghchi, le ministre des Affaires étrangères, l'un des principaux négociateurs du JCPOA, qui connaît chaque détail de cet accord entre l'Iran et les États-Unis. Franchement, imaginez ces gens-là en train de négocier avec Jared Kushner et Steve Witkoff. Et plus tard, ils ont dit, ces deux personnes ne travaillent pas ensemble. Ça ne marche pas avec ces deux-là. Alors ils ont demandé à J.D. Vance de participer. Mais J.D. Vance est arrivé et rien n'a changé. Voilà la réalité de ce qui se passe. C'est pour ça que je ne vois aucune raison pour que l'Iran poursuive ces discussions. Ils peuvent très bien dire, nous sommes ici, nous contrôlons le détroit d'Ormuz. D'ailleurs, le détroit d'Ormuz ne fait pas partie des eaux internationales. L'Iran n'est pas signataire de cette loi. Mais admettons que l'Iran le soit. Cette loi ne s'applique pas au détroit d'Ormuz parce que ce sont des eaux territoriales. Elles sont partagées entre l'Iran et Oman. Donc personne ne peut y aller. Imaginons qu'un hélicoptère Apache ait vraiment existé et qu'il ait été touché, comme l'a dit Donald Trump, alors qu'il patrouillait dans le détroit d'Ormuz. D'après le droit international, on n'a pas le droit d'envoyer un hélicoptère là-bas. C'est un peu comme si, imaginez, l'Iran envoyait un drone près des États-Unis, survolant certaines villes, certains États américains. Quelle serait la réaction des États-Unis? Ils détesteraient ça. C'est la réalité. Quand on vient dans le détroit d'Ormuz, il faut comprendre que ce n'est pas votre région. Mais Donald Trump refuse de l'admettre. Je pense que plus il essaie de manipuler la guerre et de poursuivre le blocus, plus il s'enferme. En ce moment, le blocus ne veut plus rien dire parce que le détroit est complètement fermé. D'après ce que j'ai vu, l'autre point important en ce moment, c'est que le Hezbollah attaque le nord d'Israël. Ils ont frappé plusieurs cibles dans le nord du pays il y a tout juste quelques instants. Et selon le rapport de Tzahal, 2 roquettes du Hezbollah ont touché une zone proche de l'endroit où les forces israéliennes opéraient. Pas seulement dans le nord d'Israël, mais aussi dans le sud du Liban. Et là, quand il parle du sud du Liban, c'est bien de cette zone qu'il s'agit, celle qui a été visée. Mais dans ce communiqué, ils n'ont pas précisé qu'il n'y avait pas eu de victimes. Et quand ils ne le disent pas, ça veut généralement dire qu'ils ont atteint leur cible et qu'il y a eu des pertes, vous voyez, parmi les forces israéliennes dans le sud du Liban.
among the Israeli forces in the southern part of Lebanon. So, is that bringing some sort of Alors, est-ce que ça revient à donner une sorte d'impunité aux États-Unis et à Israël? impunity for the Parce que United tout ce States qu'Israël cherche, c'est justement l'impunité dans sa guerre contre le Liban. Ils veulent pouvoir les attaquer avec leurs avions de chasse, tuer des civils, mais sans que le Liban puisse répondre. Imaginez ça. Vraiment, imaginez. Laissez ça vous traverser l'esprit. Et regardez comment le gouvernement libanais participe, coopère avec les Israéliens. Aujourd'hui, on a vu Benjamin Netanyahou, avec le président israélien, en train de parler. Le président israélien est sorti et dans son message, il a dit « J'ai regardé l'interview que Joseph Aoun, le président du Liban, a donnée sur CNN avec Christiane Amanpour. Et c'était une interview incroyable. And that was an amazing interview. I was so happy. We are the friend of the people in Lebanon. J'étais tellement heureux. Nous sommes des amis du peuple libanais. Nous aimons le peuple du Liban. Nous aimons le gouvernement. Vous êtes un peuple formidable. Et le seul problème, c'est le Hezbollah. Le seul problème, ce n'est pas l'occupation du Liban depuis si longtemps. Et lui, il ne parle pas de cette occupation. Il ne parle pas du fait que juste après cette interview du président du Liban, ils ont frappé l'un des principaux généraux de l'armée libanaise dans son véhicule militaire avec un commandant et un soldat. Ils les ont tous tués avec des drones. Alors comment peut-on mettre ces deux images côte à côte? Et Benjamin Netanyahou tenait exactement le même genre d'argument. And Benjamin Netanyahu was making the same sort of argument. He said in his video, we are friends with Lebanese people. Dans sa vidéo, il a dit « Nous sommes amis avec le peuple libanais. Nous n'avons aucun problème avec eux. Le seul problème, c'est le Hezbollah. Nous sommes en guerre contre le Hezbollah. Mais le peuple libanais reste, vous savez, nos amis, ou quelque chose comme ça. » Mais qui va croire ça? Qui va avaler ça? Ils pensent qu'ils peuvent créer une sorte de division au Liban. Ils veulent que le Hezbollah soit entraîné dans une forme de lutte interne, un conflit avec le peuple, avec la société, avec le gouvernement. Ils veulent que les Libanais se retournent contre le Hezbollah. Mais ils ne comprennent pas ce qu'ils ont déjà provoqué à Gaza et dans le sud du Liban. Énorme. Regardez les gens qui quittent le sud du Liban pour monter vers Beyrouth et d'autres villes. Regardez ces gens-là. Ce sont les Libanais. Je ne comprends pas comment Benjamin Netanyahou peut penser qu'il va tromper les gens au Liban. C'est complètement illusoire. Parce que s'il continue dans cette direction, il ne va pas améliorer la situation du président et du premier ministre libanais. Leur position va devenir fragile et à mon avis, ils vont la perdre avec le temps s'ils poursuivent les mêmes politiques. Parce qu'Israël ne parle pas de se retirer du Liban. Because Israel is not talking about withdrawing from Lebanon. They're talking about making a dead zone. Il parle de créer une zone morte dans le sud du Liban, pas seulement jusqu'au fleuve Litani, mais en le franchissant, en allant encore plus loin. Pour le Hezbollah, c'est inacceptable. C'est pour ça qu'ils attaquent. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ils affirment avoir frappé des Israéliens dans le sud du Liban et dans le nord d'Israël. Et je dirais qu'avec le temps, si le Hezbollah continue dans cette direction, parce qu'ils ont des drones, des roquettes et ils tentent des embuscades. Et ils sont très bons. Ils deviennent même de plus en plus efficaces avec ces drones. Et ça, c'est un énorme problème, un vrai problème stratégique pour Israël. C'était mentionné dans les grands médias en Israël par des commandants israéliens. Ils ont dit, vous vous souvenez de l'ambassadeur d'Israël à l'ONU? Il a dit, en gros, il criait presque au désespoir. Nous n'avons pas de solution à ça. Ils nous frappent, ils nous tuent. Mais il ne dit pas que ceux qui se font tuer, ce sont des soldats israéliens, des soldats qui occupent le sud du Liban. Ils ont essayé de prendre le territoire, ils ont essayé de tuer les habitants, de détruire leurs maisons, de tout détruire. Ça, il ne l'a pas mentionné dans son discours, dans sa déclaration à l'ONU. Ce qu'il a dit en revanche, c'est que ces drones sont d'une précision incroyable, qu'ils atteignent parfaitement leur cible.
Et au moment où ils atteignent leur cible, on n'entend plus le drone parce qu'ils sont vraiment silencieux. Quand ils arrivent sur la cible, à 1 ou 2 mètres à peine, là, on perçoit un léger bruit. Mais c'est tout. C'est justement ça, le problème stratégique, vous voyez, pour Israël. Et ils en parlent. Ils disent qu'ils n'ont pas encore de solution. Ils ne savent pas comment gérer ça. C'est pour ça qu'ils voulaient frapper Dahir. Ils voulaient le détruire et le raser complètement. S'il n'y avait pas l'Iran, ils l'auraient fait, exactement comme ils l'ont fait à Gaza. Regardez Gaza aujourd'hui. Regardez ce qu'ils ont fait à Gaza. Et c'est pour ça que la position de l'Iran est si importante, vraiment essentielle à la survie du Liban, à mon avis. Sans l'Iran, ils auraient fait la même chose à Daïa. Daïa, c'est une zone d'environ 1 million d'habitants, peut-être 4 ou 500 000 selon les estimations. C'est une immense zone dans le sud de Beyrouth, très peuplée, très dense. Ils voulaient tout raser. Mais l'Iran est intervenu et ça a tout changé. Je ne vois pas ce qu'ils appellent une nouvelle équation, la nouvelle équation iranienne. Cette équation est toujours en place, même après l'attaque américaine. Aujourd'hui, ce soir, les États-Unis ont annoncé, Donald Trump lui-même a déclaré que c'était une attaque américaine contre les Iraniens et qu'Israël n'y était pour rien. Et les médias israéliens ont répété ça. D'après ce que je comprends, l'une des principales raisons, c'est qu'il y a énormément d'avions à l'aéroport Ben Gurion. Ils sont à découvert. Si l'Iran décidait d'attaquer Ben Gurion, il toucherait chaque appareil, les avions de chasse, les ravitailleurs, tous les avions. Il y en a plein là-bas. Et s'ils frappaient ces cibles, ils en détruiraient beaucoup, s'ils décidaient de le faire. Mais jusqu'à présent, ils ne l'ont pas fait. Leurs attaques se concentrent surtout sur la Jordanie, le Koweït et Bahreïn. Ils n'ont pas attaqué les Émirats arabes unis. Je ne sais pas pourquoi. Il doit y avoir une raison politique à ça. On ne la connaît pas encore. Mais l'essentiel, c'est que la Jordanie est vraiment cruciale parce que tous ces avions de chasse sont là-bas. Et puis, il y a le Koweït et Bahreïn, ces deux endroits que les États-Unis ont utilisés à chaque fois qu'Israël et eux voulaient attaquer l'Iran. C'est pour ça que les principaux objectifs, les cibles de ces attaques, ce sont le Koweït, Bahreïn et la Jordanie. Alors, quel est le résultat de l'attaque de ce soir? Donald Trump a dit qu'il pourrait le faire, parce qu'il a déclaré que si aucun accord n'était conclu, il attaquerait demain soir. Donc imaginons qu'il fasse la même chose demain et encore le lendemain. Qui va avoir l'avantage? Combien de temps va-t-il continuer avec cette attitude? Est-ce que ça va vraiment l'aider? Parce que sa situation, cette situation, l'économie mondiale, tout est sous une pression énorme. Les États arabes sont sous une pression énorme. Le Japon, la Corée du Sud, ces pays ressentent eux aussi les conséquences de cette guerre. Ce sont tous des alliés des États-Unis. Mais les États-Unis ne se soucient d'aucun d'entre eux. Ils ne se soucient pas du Japon, ni de la Corée du Sud. Ils ne se soucient pas non plus des pays du Golfe, parce qu'ils ont quelque chose de plus grand, de plus important, Israël. D'ailleurs, Israël n'apporte rien aux États-Unis. Regardez l'histoire. Regardez ce type de partenariat entre les États-Unis et Israël. Rien, absolument rien ne va vers les États-Unis. Tout tourne autour des États-Unis qui aident Israël, qui soutiennent Israël. Le complexe militaro-industriel, les financements, tout. Ils leur ont tout donné. Et Israël, quand on regarde la façon dont Benjamin Netanyahou gère tout au Moyen-Orient, c'est juste incroyable. Je vois Donald Trump qui sort en se vantant. Il y a eu un appel téléphonique. Donald Trump a dit à Benjamin Netanyahou, « Tu es fou, tu fais ci, tu fais ça. Tu détruis l'accord que je suis en train de conclure. Tu sais, on est à 2 jours de signer un accord. »
C'est énorme. Tout ça, c'est un spectacle. Ces types sont en train de plaisanter. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens dans ce cercle des États-Unis, ces sionistes autour de Donald Trump et en Israël, qui gagnent beaucoup d'argent avec cette guerre. J'en suis convaincu. Et c'est la même chose d'ailleurs quand on regarde comment la guerre en Ukraine se déroule. Quelle est la vraie question dans le cas de l'Ukraine? What is the main issue with the case of Ukraine? The war that was supposed to be that Donald Trump. La guerre que Donald Trump était censé mettre fin, il avait dit qu'il allait y mettre un terme en 24 heures. Oui, et plus d'un an plus tard, il est président des États-Unis. Alors, où en est-on aujourd'hui? De nouvelles escalades entre l'Ukraine et la Russie. Les Ukrainiens utilisent des drones contre la Russie. Qui en profite? Qui touche les commissions? Qui tire les bénéfices? Qui empoche l'argent? Ces gens-là s'en sortent de mieux en mieux. Leur vie s'améliore. Ils deviennent plus riches. Et plus ils s'enrichissent. Plus. Alors comment peut-on croire que quelqu'un se pose vraiment la question? Parce que beaucoup de gens disent, et Donald Trump lui-même l'a dit, qu'il se moque des problèmes financiers du peuple américain. Il s'en fiche. Vous savez, le dernier rapport de Fox News et de CNN montre que l'inflation aux États-Unis était de 4,2% en mai, le mois dernier. In May, last month, is the highest inflation in the last. C'est la plus forte inflation depuis 3 ans. Donc, depuis 2023, il n'y a pas eu d'inflation aussi élevée qu'aujourd'hui aux États-Unis. Le prix de l'énergie ne fait qu'augmenter, ça monte encore. Et est-ce que ça l'inquiète? Non, non. Ce qui l'intéresse, c'est cette belle photo de la salle de bal qu'il montre, tu vois, tout ça. Regarde la salle de bal, regarde ces magnifiques structures qu'ils construisent. Ce type vit dans un autre univers, il n'est plus vraiment là. Et je pense qu'il va continuer comme ça. Je ne sais pas à quoi ça tient. Ça dépend de l'agenda des sionistes, de l'agenda des Israéliens. En ce moment précis, parce qu'on a eu 2 entretiens, J.D. Vance est sorti en disant, même aujourd'hui, qu'on est tout près de conclure un accord avec les Iraniens. We are so close to make a deal with Iranians. And where is that deal? Where is that agreement? Et où est cet accord? Are we close Où to est cette the deal? entente? No, we are far away Est-ce qu'on s'en rapproche? between the two sides. Non, on en est très loin d'un accord entre les 2 parties. He's attacking Donald Trump a dit qu'il to attaquait force l'Iran them pour les to forcer à accept accepter un accord le plus vite as soon as possible. possible. Et que s'ils n'en acceptaient pas un, demain, il attaquerait l'Iran. Mais enfin, mec, tu connais pas les Iraniens alors? Trouve quelqu'un qui connaît les Iraniens, qui connaît leur culture, leur peuple. Tu ne comprends pas. Il faut que tu apprennes davantage, que tu étudies un peu plus. Ce n'est pas une affaire immobilière à New York. C'est complètement différent. Et ce n'est pas non plus une négociation où Jared Kushner et Steve Witkoff s'en sortent en 2 réunions pour conclure un soi-disant accord. Being involved in just by 2 meetings making some sort of deal. This is not the way it works. Ce n'est pas comme ça que ça marche. D'ailleurs, c'est justement le principal problème avec les Russes. Regardez la façon dont la Russie négocie en ce moment avec les États-Unis, en passant par Kirill Dmitriev, qui est un oligarque russe. S'il est oligarque, est-ce que ça veut dire qu'il sait négocier? Non. Il sait faire de l'argent, c'est tout. Disons les choses comme ça. Je ne veux pas aller trop loin sur la manière dont il s'y prend, mais sa vie est complètement différente. C'est pour ça qu'on a des diplomates, des gens qui étudient, qui savent de quoi ils parlent, qui connaissent la réalité des relations entre les 2 pays et qui savent comment trouver des compromis, comment conclure des accords gagnant-gagnant. How they can make win-win sort of agreements. This is the art of diplomacy. C'est ça, l'art de la diplomatie. Le gouvernement, l'administration en sont complètement dépourvus. Ils ne connaissent rien à la négociation ni à la diplomatie. D'ailleurs, il n'y a aucun diplomate à proprement parler dans l'administration Trump. Voilà pourquoi ils en sont là. En face, vous avez Lavrov en Russie et il faut négocier avec Kirill Dmitriev. Franchement, imaginez ça, c'est absurde, non? Et le secrétaire d'État, lui, ne participe à aucune de ces négociations, ni avec l'Iran, ni avec la Russie.
Je ne comprends pas comment le président russe ou la direction iranienne peuvent penser qu'ils peuvent vraiment négocier avec les États-Unis. Combien d'échecs leur faudra-t-il encore pour comprendre que ce ne sont pas de vraies négociations? Ils savent très bien que ce ne sont pas de vraies négociations. Mais quel est le choix? Quelles sont les options sur la table pour eux? Aucune. Et c'est bien ça le problème. C'est tellement triste, vraiment triste de voir ça. Après cette administration Biden désastreuse, imaginez un peu. L'administration Biden, Anthony Blinken, Jake Sullivan, Victoria Nuland, tous ces gens qui ont provoqué la guerre en Ukraine, cette guerre catastrophique. Beaucoup de gens ont été tués. L'Ukraine a été détruite. Plus de 80% de son PIB est aujourd'hui entre les mains des Russes. L'aide du pays est contrôlée par les Russes. Et pourtant, on voit des gens comme Lindsey Graham et d'autres du même genre revenir sur le devant de la scène. L'Ukraine est en train de gagner. Hier, j'ai regardé une vidéo de Fareed Zakaria sur CNN. Il disait que la situation est en train de changer et que l'Ukraine est en train de l'emporter. Voilà l'argument. On a eu deux administrations désastreuses, l'une après l'autre. D'abord celle de Biden et maintenant celle de Trump. Vous vous souvenez comment Trump se moquait de Joe Biden en l'appelant Joe l'endormi, Joe l'endormi. Eh bien, il s'avère que c'est Don l'endormi maintenant. C'est lui qui dort en ce moment. Et c'est encore pire, parce qu'au moins sous l'administration Biden, le problème c'était seulement l'Ukraine. Aujourd'hui, la situation s'aggrave parce que c'est l'Ukraine et c'est aussi l'Asie de l'Ouest. Ils ont deux problèmes. L'un a été créé par Joe Biden et poursuivi par Donald Trump. D'ailleurs, Donald Trump faisait partie de ce problème en Ukraine. Pendant sa première administration, regardez comme il se vantait des JASM, tous ces beaux missiles qu'il a envoyés en Ukraine. Il a sanctionné la Russie pendant son premier mandat et il a préparé l'Ukraine. Il faisait partie de tout ça. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé en Ukraine, en gros? Depuis 2014 jusqu'en 2022, il formait les soldats ukrainiens, entraînés par l'OTAN, pour attaquer, pour affronter la Russie. Cette guerre désastreuse a commencé sous l'administration Biden et elle continue en ce moment même et elle s'intensifie. C'est extrêmement dangereux, à mon avis. Et personne, à cause de ce qui s'est passé au Moyen-Orient, de la façon dont l'économie mondiale a été influencée par le détroit d'Ormuz et par la réalité de la guerre en Asie de l'Ouest, personne, tu vois, on ne parle plus tellement de la guerre en Ukraine. Ce qui, à mon avis, est pourtant très important. L'escalade est là. Elle se poursuit chaque jour. Et c'est juste un nouveau chaos. Ce type est incapable de parler, de négocier. Et je pense que quand il va se coucher, il se dit que tout va bien. Ce qui ne va pas pour lui et sa famille, c'est quoi? Rien. Ses enfants sont plus riches qu'avant. La famille s'en sort mieux. Ils ont beaucoup progressé. Ils sont aisés. Alors de quoi d'autre pourrait-il se soucier? De rien. Le lobby israélien est satisfait du résultat jusqu'à présent. Moi, j'attaque. Je fais ce qu'il faut. Tu vois, j'ai fait des États-Unis un simple relais d'Israël. Voilà le résultat. C'est un nouveau niveau d'échec diplomatique, d'échec politique, de politique étrangère ratée. Pas de diplomatie. Il n'y a pas de diplomatie avec cette administration. C'est la politique étrangère ratée de l'administration. Et je le ressens, je le vois, je le sais. Beaucoup de gens, beaucoup de nos amis qui participent à ce podcast, ce sont des gens bien, des gens honnêtes. Larry Johnson, le colonel Wilkerson, Ray McGovern, tous. Scott Ritter aussi. Ils sont profondément inquiets pour les États-Unis et pour ce qui s'y passe. Matt Howe également, et bien d'autres. Je ne me souviens peut-être pas de tous leurs noms maintenant, mais ces gens-là sont vraiment très inquiets.
Mais personne ne semble se soucier de ces gens. Parce que, qui dirige vraiment tout ça? L'administration Biden est en place et c'est Lindsey Graham qui tire les ficelles. En ce moment, avec l'administration Trump, Lindsey Graham est encore là. Peu importe pour qui vous votez aux États-Unis, vous aurez toujours Lindsey Graham aux commandes. Vous aurez des sionistes aux commandes. C'est ça, la triste réalité. C'est pour ça que vous ne voyez pas Tulsi Gabbard dans cette administration. Et ils ont tout simplement détruit. Rappelez-vous de Tulsi Gabbard avant de faire partie de l'administration Trump et de Tulsi Gabbard pendant l'administration Trump. Ils ont détruit l'image de Tulsi Gabbard. Et c'est pour ça, à mon avis, qu'elle a décidé de démissionner, de bouger d'une façon ou d'une autre. Parce qu'il n'y a aucun intérêt à faire partie de cette administration. Personne ne se soucie de ce que vous dites. Elle a déclaré que l'Iran n'a pas de bombe nucléaire, que l'Iran ne cherche pas à en avoir. Et Donald Trump lui-même a dit « Peu importe ce que tu racontes, je m'en fiche. Je décide selon mes propres informations, ma propre compréhension. » C'est comme ça que cette administration fonctionne. Est-ce que ça s'améliore pour les États-Unis? Je ne vois rien de bon arriver pour les États-Unis. D'ailleurs, ce n'est même pas une question des États-Unis, parce que les États-Unis peuvent très bien dire, l'administration Trump peut dire, c'est fini demain, j'en ai fini avec la guerre, je peux quitter la région. Mais le vrai problème, c'est Israël. Le vrai perdant de cette guerre, c'est Israël. Ils ont tout perdu. Aujourd'hui, on a vu Erdogan dans les infos. Il a dit qu'il allait faire ci, faire ça, comme à chaque fois qu'il sort pour se vanter, parler fort, jouer les durs, en disant qu'il agit contre Israël. Et Benjamin Netanyahou réplique en disant « Tu es le pire antisémite, tu es contre le peuple juif. » Et pour moi, c'est encore une mise en scène entre Erdogan et Benjamin Netanyahou. Parce qu'Erdogan, au fond, ça ne veut pas dire grand-chose. Donald Trump disait « beaucoup de paroles, pas d'action ». Eh bien, c'est exactement ce que fait Erdogan en ce moment. C'est que des paroles, aucune action de la part de la Turquie. Et ça, on le sait. Le peuple turc est totalement opposé à Israël, d'après les sondages. 97% des Turcs. C'est énorme, vraiment énorme. S'il décide de faire quelque chose, il aura un soutien massif du peuple turc. Mais il n'en est pas là. Peut-être que son fils fait de l'argent avec Israël, en lien avec Israël. Il envoie ou exporte quelque chose vers Israël, je ne sais pas. Il y a des rumeurs à ce sujet. Mais on en arrive à un point critique, parce que la situation en Syrie devient vraiment très tendue. Je pense qu'à un moment donné, on va voir une confrontation avec la Turquie, tôt ou tard. Peu importe si Erdogan essaie de faire de l'argent ou non. Ce qui compte, ce sont leurs divergences en Syrie, et elles sont importantes, vraiment significatives. Il y a des désaccords entre la Turquie et Israël. Israël veut s'emparer du territoire, la Turquie dit non, et elle soutient le gouvernement en Syrie, le nouveau gouvernement dirigé par cet ancien commandant du HTS, de Daesh, qui est aujourd'hui président de la Syrie. Donc oui, ils ont leurs différends à ce sujet. Erdogan a d'ailleurs déclaré aujourd'hui, à propos de Beyrouth, qu'il soutenait Beyrouth, qu'il considérait cette ville comme une de leurs provinces. Il a dit que Beyrouth était importante, comme une province du sud de la Turquie. Mais qu'ont-ils fait jusqu'à présent pour Beyrouth? Ont-ils coopéré avec les Iraniens? Ont-ils fait quoi que ce soit contre Israël? Est-ce qu'ils ont arrêté d'envoyer le pétrole et le gaz ou tout ce qu'ils reçoivent d'Azerbaïdjan qui passe par la Turquie avant d'arriver en Israël? C'est quelque chose comme 40 ou 60% de l'énergie israélienne. C'est énorme. Ils peuvent le faire. Ils peuvent mettre la pression sur Israël. Pas besoin de tuer des gens. Il suffit d'exercer une pression économique. Faites quelque chose. Réfléchissez. S'ils décident de faire ça, ce serait un changement énorme.
un levier considérable, une combinaison de ce que la Turquie peut faire et de ce que l'Iran peut faire sur le plan militaire. Si vous attaquez, l'Iran va réagir. Ensuite, la Turquie entre en jeu. Et si la Turquie décide de mettre une pression économique sur Israël, il n'y a plus d'option. Israël n'aura pas le choix. Ils devront accepter, ils devront se retirer du Liban. Ils doivent se retirer du Liban. Ils ne peuvent pas continuer cette occupation. C'est terminé. Ils doivent faire la même chose à Gaza d'ailleurs. Ils parlent de 70%. Personne n'accepterait ça. Personne. Personne. Et ces États arabes, eux, ils restent là à observer. Ils se demandent, est-ce que l'atmosphère est plus favorable pour se rapprocher des États-Unis ou pour se rapprocher des Iraniens? Voyons ce qui est le plus avantageux pour nous. C'est comme ça que les pays du Golfe se comportent en ce moment. Et avec la nouvelle influence que l'Iran a gagnée dans le détroit d'Ormuz, je pense qu'ils voient bien qu'il faut prendre en compte la position iranienne. Ils doivent le comprendre, parce que moi, je suis sûr de la position de l'Iran. Ils ne vont pas conclure d'accord. Ils ne vont rien faire. Aucun type d'entente avec les États-Unis sans prendre en compte la situation du Liban et de la Palestine. C'est l'objectif principal du côté iranien. Ça a été mentionné dans le premier plan en 10 points, puis à nouveau dans le plan en 14 points, et dans les 3 étapes de leur stratégie de négociation. Tout tourne autour de la fin de la guerre sur tous les fronts, pas seulement entre l'Iran et les États-Unis. C'est pour ça que je ne vois pas d'accord possible. Les États-Unis n'ont pas ce genre d'influence sur Israël, ni sur le lobby israélien, pour aller aussi loin. Peut-être plus tard, peut-être avec les changements qui se produisent en ce moment aux États-Unis, je pense que c'est important. Regardez la société américaine aujourd'hui. Je trouve que le peuple américain est incroyable. Mais la politique étrangère des États-Unis ne reflète pas ce peuple. C'est pour ça que vous savez, quand on est en Iran et qu'on entend « mort à l'Amérique », en réalité, ils parlent de la politique étrangère américaine. Ils disent ça depuis très longtemps, parce qu'ils en ont souffert. Mais je pense qu'un changement est en train de se produire aux États-Unis. Ce ne sera pas pour tout de suite, plutôt dans les prochaines décennies. Peut-être que ça finira par transformer un peu la politique étrangère américaine, mais ils avancent dans cette direction. Et puis, la région doit aussi agir par elle-même. Elle ne peut pas, vous voyez, rester les bras croisés à regarder ce qui se passe sans rien faire. Et on laisse les Israéliens tuer des civils en Palestine, en Cisjordanie, au Liban. Tous les jours, ils tuent des gens. Regardez les images, c'est tragique, c'est tragique. Et il faut qu'il y ait une forme de compréhension. Il faut qu'il y en ait une, à mon avis. Mais ce qui est vraiment positif, c'est la nouvelle position de l'Iran, la nouvelle stratégie iranienne. Ils ne vont pas abandonner la Palestine. Ils ne vont pas abandonner le Liban. Et Israël le sait. C'est pour ça que les États-Unis et Israël attaquent l'Iran et qu'ils continuent ces attaques. Mais ils ont leurs limites du côté des stocks américains, des stocks de missiles, d'intercepteurs. Les radars ne sont plus là. Israël est à découvert. C'est un changement énorme pour Israël. Et les États-Unis ne peuvent rien faire. Souvenez-vous, l'attaque iranienne contre Israël a été si violente que les États-Unis ont dû frapper l'Iran. Pourquoi? Pourquoi les États-Unis n'ont-ils pas essayé de défendre Israël, d'utiliser le système de défense aérienne? Parce qu'ils ne sont plus là. Les radars ne sont plus là. Les intercepteurs non plus. Ils ne les ont plus. Le système THAAD, le système Patriot, ne fonctionne plus correctement. Pas comme avant le début de cette guerre. Pas comme ils étaient préparés. Ils ont tout épuisé. Voilà la fragilité. Parce qu'aujourd'hui, Donald Trump, je ne sais pas si vous avez suivi les infos, a demandé d'accélérer la production d'armes aux États-Unis. Mais ça ne va pas se faire de sitôt.
in the United States. But it's not going to happen anytime soon. I don't know if there is anybody in his administration. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans son administration pour lui expliquer que ça ne va pas se faire en 2 ans, parce qu'il lui reste 2 ans de mandat et il ne va pas y arriver. Personne ne le fera à sa place. Il faudra 10 ans. Les estimations parlent de 10 ans pour produire, reconstituer, remplacer tous ces missiles et intercepteurs utilisés pendant les 40 jours de guerre. C'est pour ça que les États-Unis se sont arrêtés. C'est pour ça qu'ils ont lancé cette idée de cessez-le-feu, un faux cessez-le-feu d'ailleurs, entre les 2 camps. Voilà la réalité de ce qui se passe. Je pense que, jusqu'à présent, les Iraniens, on voit des images de nouvelles explosions en Jordanie causées par des missiles iraniens. Les rapports sortent, les vidéos circulent. Et c'est de cette manière que les États-Unis sont en train d'attaquer l'Iran. L'Iran est en train d'attaquer les États-Unis. Et l'Iran sait qu'il a l'avantage, à tous les niveaux. À tous les niveaux, selon moi. Tôt ou tard, les États-Unis, Donald Trump vont devoir y faire face. C'est trop difficile pour lui, parce que on a l'impression qu'il ne comprend pas vraiment la position dans laquelle il se trouve aujourd'hui. Il pensait qu'il pouvait frapper les gens, qu'il était encore dans son monde des affaires. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Avant, il pouvait licencier qui il voulait. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire « Iran, vous êtes viré ». On ne peut pas dire « La direction est virée, j'ai détruit votre pays, j'ai changé le leadership ». Il peut se vanter pendant des heures de la façon incroyable dont il a attaqué l'Iran et tout détruit. Mais quand on regarde les résultats, c'est une défaite totale pour Donald Trump et pour les Israéliens. C'est la réalité. Il n'y a plus aucune raison pour les États-Unis de rester dans la région. Aucune. Il n'y a plus rien à faire pour Israël, plus rien à faire pour l'aider à agir en toute impunité. Cette époque est révolue. L'époque où l'on pouvait attaquer d'autres nations sans aucune réponse du Liban, du Hamas, cette époque est terminée. Et aujourd'hui, l'Iran est pleinement impliqué. Le jeu a changé. Oui, le jeu a changé. C'est ça le point essentiel en ce moment. Le détroit d'Ormuz, la politique, la nouvelle politique iranienne vis-à-vis du Liban. Ce sont des changements majeurs pour la région. Et la région est en train de réévaluer tout cela. Les pays du Conseil de coopération du Golfe l'ont bien compris. Je pense que la réalité a été perçue par les gouvernements d'Arabie Saoudite et du Qatar. Et aujourd'hui, on a appris qu'une délégation qatari s'est rendue en Iran pour discuter du conflit en cours entre l'Iran et les États-Unis. The ongoing conflict between Iran and the United States, but part of that was the relationship between. Mais une partie de tout ça, c'est aussi la relation entre l'Iran et le Qatar, et la façon dont ils peuvent faciliter, dont ils peuvent coopérer à l'avenir autour du détroit d'Ormuz. Ils dépendent totalement du détroit d'Ormuz. Alors voyons ce qui se passerait. Si les États-Unis décidaient d'attaquer l'Iran demain, est-ce que ça changerait profondément la région? Je ne le pense pas. Et là, on parle bien d'une attaque contre l'Iran. L'Iran, c'est un pays immense. D'ailleurs, ils ont attaqué, ils ont touché 2 réservoirs d'eau en Iran. Mais aucune des ripostes iraniennes, aucun de ces missiles n'a visé de station de dessalement dans les pays du CCG, ni même en Jordanie ou en Israël. Ils ne l'ont pas fait. Je pense qu'ils maintiennent encore cette politique de ne pas attaquer les usines de dessalement, ce qui, dans la culture iranienne, dans la culture chiite, est quelque chose de très important. On ne va pas jusque-là. On ne veut pas, vous savez, s'en prendre à l'approvisionnement en eau, parce que ça aurait un impact énorme sur la société, sur les gens ordinaires, qui, dans bien des cas, ne sont pas impliqués dans la guerre. Donc on ne va pas aussi loin. C'est du moins pour l'instant le calcul du côté iranien. Voyons ce qui va se passer dans un avenir proche avec ces attaques menées par les États-Unis et Israël. Merci beaucoup d'avoir été avec moi ce soir. C'est toujours un grand plaisir. On se retrouve demain. Nous aurons des discussions avec Alex Kranor, Richard Wolff, Michael Hudson et Andrei Martianov
et nous aurons aussi un nouvel invité demain. À demain. Merci encore et à très bientôt. Au revoir. See you tomorrow. Thank you so much. See you soon. Bye bye.